Chapitre 1. Les fondations. Vincent Crawford avait bâti sa vie comme il bâtissait ses maisons sur mesure, avec précision, patience et un souci implacable de l'intégrité structurelle. À 42 ans, il était propriétaire de Crawford Construction, l'entreprise de construction la plus respectée du comté de Millbrook. Ses mains calleuses pouvaient construire une maison ou conclure un contrat d'1 million de dollars avec la même expertise, mais c'était son esprit qui le rendait véritablement dangereux, méthodique, calculateur et impitoyable face aux ennuis. Son mariage avec Rebecca avait été son plus grand projet. 15 années de construction minutieuse, de leur histoire d'amour à l'université d'État à la vaste maison coloniale qu'il considérait comme leur foyer. Elle étudiait l'éducation tandis qu'il obtenait son diplôme de commerce. Tous deux rêvaient de l'idéal américain. Vince avait tout fourni. La maison avec sa palissade blanche, l'entreprise prospère, leur fils Dylan, aujourd'hui âgé de 16 ans, prometteur comme secondeur. Rebecca enseignait en CE2 à l'école élémentaire de Millbrook. Adorée des parents comme des élèves, elle faisait du bénévolat au refuge pour animaux local, organisait des collectes de fonds et préparait des biscuits pour les collectes de fonds de l'école. Aux yeux du monde extérieur, ils formaient la famille parfaite. Vince y avait cru aussi, jusqu'à ce qu'un coup d'œil au téléphone de Rebecca, il y a 3 mois, mette fin à 15 ans de confiance. Le message était simple, j'ai hâte de te sentir à nouveau en moi. Tyler Vincent Crawford n'était pas un homme qui se brise. C'était un homme qui démolit les autres avec une précision chirurgicale. Tyler Hoffman était le professeur de yoga de Rebecca, 12 ans plus jeune, avec le physique élancé qu'il avait acquis en enseignant le yoga chaud 5 jours par semaine. Vince l'avait rencontré 2 fois lors des événements organisés par Rebecca. Un homme à la voix douce, aux yeux pâteux et au sourire facile. Le genre d'homme qui pleurait probablement devant des comédies romantiques et écrivait des poèmes sur les chakras. Cette nuit-là, tandis que Rebecca dormait à ses côtés, Vince resta éveillé, les yeux fixés au plafond. Son mariage était terminé. C'était certain. Mais le divorce était réservé aux hommes ordinaires qui laissaient leurs émotions obscurcir leur jugement. Vincent Crawford était extraordinaire. Un homme extraordinaire exigeait une punition extraordinaire. Au matin, il avait l'ébauche d'un plan. Chapitre 2. Reconnaissance. Vince abordait la destruction de sa femme comme n'importe quel projet de construction. Planification minutieuse, matériaux de qualité et exécution experte. Au cours des 2 semaines suivantes, il s'intéressa à la liaison de sa femme tout en conservant l'apparence d'un mari dévoué. Rebecca avait perdu confiance en elle. Elle supprimait ses SMS, mais laissait son ordinateur portable connecté au cloud. Son emploi du temps prévoyait des cours de yoga 3 fois par semaine, mais la surveillance discrète de Vince révéla qu'elle retrouvait Tyler dans son appartement au-dessus du studio pour des séances de 2 heures qui n'avaient rien à voir avec la posture du chien tête en bas. Tyler vivait seul, conduisait une Honda Civic cabossée et peinait à payer son loyer en enseignant le yoga et en travaillant à temps partiel dans un bar à Jubio. Ses réseaux sociaux révélaient un passé de relations avec des femmes mariées. Apparemment, Rebecca n'était pas sa première élève à recevoir des cours particuliers. Mais la véritable découverte de Vince eut lieu lorsqu'il suivit Tyler à une réunion avec Rebecca dans un café du centre-ville. Caché derrière un journal, il les regarda se tenir la main par-dessus la table, comme des adolescents. L'alliance de Rebecca était visiblement absente de son doigt. « Je déteste mentir à Dylan », murmura Rebecca, sa voix résonnant dans le calme du café. « Il n'arrête pas de me demander pourquoi je suis partie. »« Chérie, après le divorce, on pourrait être une vraie famille, » répondit Tyler en lui serrant la main. « Ton enfant s'adaptera. »« Les enfants s'adaptent toujours. »« Ton enfant ?» Le rejet désinvolte de son fils enflamma une flamme froide et mortelle dans la poitrine de Vince. Ces gens avaient comploté non seulement pour détruire son mariage, mais aussi pour démanteler sa famille, pour faire de son fils un dommage collatéral dans leur fantasme égoïste. Ce soir-là, Vince était assis à la table de sa cuisine, un bloc-notes jaune à la main, dessinant le plan de leur destruction. Contrairement à ces maisons, cette construction ne laisserait rien debout. Dylan entra dans la cuisine et prit une pomme dans la coupe de fruits. « Papa, ça va ? Tu as été silencieux ces derniers temps. » Vince regarda son fils. Les yeux de Rebecca, mais sa propre mâchoire têtue. Le fruit de leur union, maintenant pris entre les feux croisés de sa trahison. Ça marche dur, fiston. Tu n'as pas à t'inquiéter. Mais Dylan était perspicace comme son père. Est-ce que toi et maman avaient des problèmes ? La question flottait dans l'air comme de la fumée. Vince aurait pu mentir.
Il aurait pu protéger l'innocence de son fils un peu plus longtemps. Au lieu de cela, il a choisi de le préparer à la guerre à venir. Dylan, assieds-toi. Il y a des choses que tu dois savoir sur ta mère. Chapitre 3. Le premier coup. Le geste initial de Vincent fut subtil mais dévastateur. Rebecca se targuait d'être irremplaçable à l'école élémentaire Millbrook, mais Vince savait que les districts scolaires des petites villes vivaient et mouraient par leur réputation. Un murmure à l'oreille droite pouvait renverser des royaumes. Il commença par Margaret Winters, la présidente du conseil scolaire dont le mari avait engagé Crawford Construction pour construire la maison de retraite de leur rêve. Autour d'un café et de plans, Vince il mentionna nonchalamment avoir vu la voiture de Rebecca à des endroits inhabituels pendant les heures de cours. Je suis sûr que ce n'est rien, dit-il avec inquiétude, mais en tant que contribuable, je détesterais penser que nos enseignants ne s'investissent pas pleinement auprès de leurs élèves. Margaret haussa les sourcils avec intérêt. C'était une femme qui collectionnait les ragots comme certains collectionnaient les timbres. En moins d'une semaine, Rebecca subit son premier contrôle administratif en 10 ans d'enseignement. Soudain, ses moindres faits et gestes furent scrutés. Ses rendez-vous chez le dentiste l'après-midi et ses journées privées furent remis en question. La pression monta jusqu'à ce qu'elle soit contrainte de mettre fin à ses réunions de l'après-midi avec Tyler, reléguant leur liaison à des moments volés après les cours. Mais le coup de maître de Vince vint de ses relations dans le milieu des affaires locales. Le studio de yoga de Tyler louait un espace dans un immeuble appartenant à Frank Morrison, dont les projets de construction avaient enrichi Crawford Construction au fil des ans. Une conversation à voix basse sur des inquiétudes concernant la moralité de certains locataires valut à Tyler un préavis de 30 jours pour quitter les lieux. Lorsque Rebecca rentra ce soir-là, les yeux rougis et stressés, Vince joua parfaitement le rôle du mari inquiet. Mauvaise journée. Chérie. Il lui versa un verre de vin. Le même millésime qu'ils avaient partagé pour leur anniversaire. Juste un drame de mots, mentit-elle, acceptant le verre avec gratitude. Parfois, je pense que les gens de cette ville n'ont rien de mieux à faire que de créer des problèmes. Les petites villes, acquiesça Vince avec sympathie. Les affaires de chacun deviennent le divertissement de tous. Le téléphone de Rebecca vibra, un SMS retentit. Vince la vit se déformer en lisant le message de Tyler annonçant la perte du studio. Elle s'excusa pour aller aux toilettes où Vince savait qu'elle appelait probablement son amant pour le consoler. Dylan leva les yeux de ses devoirs sur la table de la cuisine. Maman a l'air contrariée. Elle ira bien, répondit Vince en sirotant son vin. Parfois, la vie a le don de remettre les gens à leur place. Son fils l'observa d'un œil intelligent. Papa, tu divorces ? La franchise de la question prit Vince au dépourvu, mais pas la sagesse qui la sous-tendait. Dylan avait hérité de l'esprit analytique de son père. Cela te dérangera-t-il ? Je ne sais pas, répondit Dylan honnêtement. Mais je crois que maman ment depuis un moment. Et toi aussi, tu as changé. Plus froid, Vince posa son verre de vin et regarda sincèrement son fils. À 16 ans, Dylan n'était plus un enfant qu'on pouvait protéger par des mensonges confortables. Il devenait un homme, et les hommes affrontaient la dure réalité. Ta mère a une liaison, dit simplement Vince. Le visage de Dylan ne changea pas, mais Vince vit ses poings se serrer sur la table. Je sais. Depuis combien de temps le sais-tu ? Depuis quelques mois. J'ai vu un SMS sur son téléphone par hasard. La voix de Dylan était ferme, mais Vince percevait la douleur sous-jacente. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais m'assurer que justice soit faite, répondit Vince. La question est, qu'est-ce que tu vas faire ? Dylan regarda vers la salle de bain où Rebecca était toujours au téléphone à voix basse, puis se tourna vers son père. Que veux-tu que je fasse ? À cet instant, Vince se vit reflété dans les yeux de son fils. Le même calcul froid, la même compréhension que la trahison avait un prix. Certains hommes auraient pu se sentir fiers. Vince Crawford ressentait quelque chose de bien plus dangereux. La validation. Chapitre 4. Les titans du web. 2 semaines après la perte de son studio par Tyler, Vince mit en œuvre la deuxième phase de son plan. Il apprit que le plan de secours de Tyler consistait à donner des cours particuliers chez ses clients en attendant de trouver un nouveau local. Par l'intermédiaire d'une société écran, Vince commença à contacter systématiquement la clientèle de Tyler, proposant des cours de yoga à prix réduit par l'intermédiaire d'un nouveau professeur dans un studio légitime de l'autre côté de la ville. En quelques jours, les revenus de Tyler s'amenuisèrent. Désespéré,
il accepta un emploi de livreur de repas pour DoorDash pour payer ses factures. Humiliant pour quelqu'un qui avait autrefois réclamé $50 de l'heure pour des séances privées. Mais la plus cruelle de Vince fut l'ingénierie sociale. Il créa un faux profil de rencontre en utilisant les photos d'une jolie femme nommée Jessica et commença à flirter avec Tyler en ligne. Désespéré à la fois de valoriser son ego et d'argent, Tyler s'empressa de prendre un verre avec Jessica au Flanigan, le restaurant le plus en vue de Millbrook. Le soir venu, Tyler s'assit seul au bar pour 3 heures à commander des boissons de plus en plus chères en attendant une femme qui ne viendrait jamais. Le barman, par coïncidence, était marié à une collègue enseignante de Rebecca. Le lendemain matin, la moitié de la ville savait que le professeur de yoga de Rebecca s'était fait poser un lapin par une mystérieuse femme rencontrée en ligne. L'humiliation était parfaite. La réputation de Tyler, un Loterio local, s'est effondrée du jour au lendemain, remplacée par des rumeurs sur cet homme désespéré qui commandait verre après verre tout en consultant son téléphone de manière obsessionnelle. Rebecca a tenté de réconforter Tyler, mais leur relation a commencé à se tendre. Leurs rendez-vous secrets se sont transformés en disputes à propos de ses problèmes croissants, de son manque d'argent, de son incapacité à trouver un nouvel atelier. Cette liaison passionnée devenait un fardeau. Vince observait tout cela avec la satisfaction d'un maître artisan regardant sa création prendre forme. Il variait ses habitudes juste assez pour éviter les soupçons tout en maintenant une surveillance. Certains soirs, il travaillait tard sur des chantiers. D'autres fois, il se réclamait de dîners clients ou de réunions fournisseurs. Rebecca ne remettait jamais en question son emploi du temps. Elle était trop préoccupée par ses propres tromperies. Dylan s'est avéré un allié précieux. À 16 ans, il était pratiquement invisible aux yeux des adultes, capable d'observer et de signaler sans éveiller les soupçons. Il confirma l'horaire de travail du soir de Tyler, la nouvelle habitude de Rebecca de pleurer dans sa voiture après l'école et, surtout, leurs disputes de plus en plus fréquentes lorsqu'il pensait que personne ne les écoutait. Elle lui dit qu'elle envisageait d'annuler le divorce. Dylan fit son rapport un soir alors qu'il aidait Vince à organiser des plans dans son bureau. Il s'énerva, lui disant qu'elle le menait en bateau. Et qu'a-t-elle dit? Qu'elle ne lui avait jamais rien promis. Que tout allait trop vite. La voix de Dylan était impassible. Mais Vince voyait la colère qui couvait en lui. Il la traita de taquine. Vince leva les yeux de ses papiers. Que as-tu ressenti? Comme si j'avais envie de lui casser la gueule, admit Dylan. Mais ensuite, je me suis souvenu de ce que tu as dit sur la patience. Qu'est-ce que j'ai dit? Que la meilleure vengeance est celle qui détruit tout ce qui compte pour eux, pas seulement ce qu'ils voient. La fierté gonfla Vince. Son fils apprenait la leçon la plus importante de toutes, le véritable pouvoir ne résidait pas dans les explosions émotionnelles, mais dans la réflexion stratégique. Cette nuit-là, Vince était allongé dans son lit à côté de sa femme, écoutant sa respiration saccadée et planifiant sa prochaine action. Rebecca s'agita, tendant les bras vers lui dans son sommeil, et Vince ne ressentit rien. Ni colère, ni tristesse, ni même dégoût. Elle était devenue un obstacle à éliminer, rien de plus. Son téléphone vibra, un SMS de son détective privé. Il avait trouvé quelque chose d'intéressant sur le passé d'Hoffman. Appelle-moi. Vince sourit dans l'obscurité. La phase 3 allait commencer. Chapitre 5, des coupures plus profondes. Les informations de son détective privé étaient meilleures que Vince ne l'avait espéré. Tyler Hoffman n'était pas seulement un professeur de yoga qui priait pour des femmes mariées. C'était Tyler Hoffman qui avait été arrêté pour agression 3 ans auparavant à Denver avant de déménager à Millbrook. Les charges avaient été abandonnées lorsque la victime avait refusé de porter plainte, mais le casier judiciaire était resté. Plus intrigant, la victime était une femme mariée dont le mari avait découvert leur liaison. Tyler avait apparemment affronté son mari sur un parking, ce qui avait entraîné une bagarre qu'il avait laissée avec le nez cassé et Tyler menotté. Vince étudia le rapport de police avec l'intérêt d'un érudit étudiant des textes anciens. Tyler Hoffman avait des antécédents de violence lorsqu'il était acculé. Une information utile dans la situation. Mais la découverte la plus précieuse résidait dans le comportement de Tyler. À Denver, il avait ciblé 3 femmes mariées différentes en 2 ans, leur promettant toujours une nouvelle vie tout en les isolant systématiquement de leur réseau de soutien. C'était un prédateur qui avait perfectionné ses méthodes, et Rebecca n'était que sa dernière proie. Fort de cette information, Vince mit au point son attaque la plus insidieuse à ce jour.
Il fit en sorte que des copies du casier judiciaire de Tyler parviennent anonymement au dernier studio de yoga de la ville, le mettant ainsi sur liste noire. Il en envoya également des copies à plusieurs anciens clients de Tyler, accompagnés d'une note soigneusement rédigée exprimant son inquiétude pour leur sécurité. La réaction fut rapide et impitoyable. La réputation de Tyler, déjà ternie par son rendez-vous raté à Flanigan, s'effondra complètement. Des parents retirèrent leurs enfants de ses cours. Les femmes annulaient les séances privées. Un bar à Jubio le licenciait quelques jours plus tard. Rebecca rentra de l'école ce vendredi-là, l'air hagard et abattu. Elle avait pleuré. Son maquillage ne parvenait pas à cacher complètement l'épreuve. Tyler envisage de quitter la ville, annonça TL au dîner, d'une voix soigneusement contrôlée. Dylan leva les yeux de son pain de viande. Où irait-il? Il a des amis à Portland. Il dit qu'il n'y a plus rien pour lui ici. Vince mâcha pensivement. C'est probablement mieux ainsi. Parfois, un nouveau départ est exactement ce dont on a besoin. Les yeux de Rebecca brillèrent d'un mélange de chagrin et de colère. Tu ne comprends pas. C'est quelqu'un de bien qui a juste eu de la malchance. De la malchance? Répéta lentement Vince. Ou de mauvais choix. Le silence se tendit entre eux comme un fil tendu. Dylan continua de manger, mais Vince voyait que son fils était conscient des tensions sous-jacentes de la conversation. Parfois, les bonnes personnes font des erreurs, dit Rebecca sur la défensive. Et parfois, répondit Vince, la vraie nature des gens finit par se révéler, même s'ils la cachent bien. Ce soir-là, Rebecca reçut un appel qui la rendit hystérique. Tyler avait été arrêté pour conduite en état d'ivresse après avoir percuté une famille de 4 personnes à un feu rouge. Personne n'avait été grièvement blessé, mais son alcoolémie était 2 fois supérieure à la limite légale et il y avait du matériel de consommation de drogue dans sa voiture. Ce que Rebecca ignorait, c'est que Vince avait orchestré l'incident. Quelques verres offerts à un homme désespéré au bon bar. Un appel minutieusement programmé signalant un conducteur erratique, et les tendances autodestructrices de Tyler firent le reste. Je dois l'aider, déclara Rebecca en attrapant son sac à main. Il a besoin d'une caution. Non, répondit simplement Vince. Rebecca se figea à la porte. Quoi? J'ai dit, non, tu ne vas nulle part. Tu ne peux pas me dire quoi faire, Vince. C'est mon ami. C'est ton amant, a corrigé Vince, d'un calme mortel. Et tu es ma femme, et tu ne vas nulle part. Le masque tombait enfin, et Rebecca pouvait lire la fureur froide dans les yeux de son mari. Dylan observait depuis la porte de la cuisine, silencieux et attentif. Vince, assieds-toi, Rebecca. Il faut qu'on parle. Chapitre 6. Déclaration de guerre. Rebecca était assise en face de Vince dans leur salon, la même pièce où ils organisaient les fêtes d'anniversaire de Dylan et discutaient du refinancement de leur prêt immobilier. Maintenant, on se serait cru dans un tribunal avec Vince à la fois juge et bourreau. Je sais pour Tyler, a dit Vince sans préambule. Je le sais depuis des mois, a blêmi Rebecca. Vince, je peux t'expliquer. Pas d'explication. Je veux que tu comprennes bien une chose. Ta liaison est terminée. Ton petit ami va aller en prison pour conduite en état d'ivresse et possession de drogue, et tu vas porter plainte. Pour le divorce. Quoi? La voix de Rebecca était à peine un murmure. Tu m'as entendu. Tu vas demander le divorce, et tu vas invoquer des différends irréconciliables. Tu vas demander la garde minimale de Dylan, et tu vas accepter n'importe quel arrangement que je te proposerai. Rebecca retrouva sa voix. Tu es folle si tu penses que je vais juste me laisser faire. Tyler Hoffman a des antécédents de violence. Vince l'interrompit en faisant glisser un dossier sur la table basse. Des dossiers d'arrestation, des ordonnances restrictives, 3 femmes différentes à Denver qui témoigneront qu'il est instable et dangereux. Veux-tu vraiment que Dylan soit exposé à ce genre d'influence? Rebecca ouvrit un dossier les mains tremblantes, son visage pâlissant à mesure qu'elle lisait. Tu as orchestré tout ça, souffla-t-elle. Le studio, ce sont les clients qui quittent l'arrestation, tout ça. J'ai protégé ma famille, corrigea Vince. D'un prédateur qui t'utilise pour détruire l'équilibre de notre fils. Notre fils? La voix de Rebecca devint sèche. Dylan ne me parle presque plus. Il me regarde comme si j'étais une étranger. Parce que tu le hais, dit Dylan depuis l'embrasure de la porte.
Les deux parents se retournèrent et virent leur fils de 16 ans debout, les bras croisés, le visage impassible. « Tu n'es pas la mère que je croyais connaître. » Dylan, chérie, tu ne comprends pas. Je comprends que tu couchais avec un loser pendant que papa se démenait pour tout nous donner. Je comprends que tu m'aies menti en face tous les jours pendant des mois, et je comprends que tu prévoyais de nous quitter pour un type qui m'appelait ton enfant comme si j'étais juste un fardeau qu'il devrait gérer. La bouche de Rebecca s'ouvrit et se referma sans un bruit. Elle ignorait que Dylan était au courant du rejet désinvolte de Tyler. Alors, voilà ce qui va se passer. Vince continua d'un ton professionnel. Tu vas quitter cette maison d'ici la fin de la semaine. Tu vas rester chez tes sœurs à Cleveland jusqu'à ce que le divorce soit prononcé. Tu vas accepter des visites surveillées avec Dylan s'il le souhaite et tu vas reconstruire ta vie minable quelque part loin d'ici. Et si je ne? Vince sourit et Rebecca n'avait jamais rien vu d'aussi froid de sa vie, alors j'ai communiqué le casier judiciaire de Tyler au conseil scolaire, ainsi que les preuves de ta liaison. Je témoigne de ta négligence envers Dylan, de ta tromperie, de ton abandon total de tes responsabilités de mère et d'enseignante. Je détruis ta carrière, ta réputation et toute chance que tu aies de voir ton fils avant ses 18 ans. Tu ne peux pas. Je pourrais faire tout ce que je veux, Rebecca. J'ai de l'argent, des relations et absolument plus rien à perdre. Tu t'en es assuré en choisissant de trahir tout ce que nous avons construit ensemble. Dylan entra dans la pièce. Maman, accepte le marché, s'il te plaît. Rebecca regarda son fils, le regarda vraiment, et vit un étranger. Le garçon qui s'était glissé dans son lit pendant les orages avait disparu, remplacé par un jeune homme qui la regardait avec la froideur calculée de son père. « Quand ai-je perdu ?» murmura-t-elle. « Quand tu as décidé que Tyler était plus important que ta famille, » répondit Dylan sans hésiter. Ce soir-là, Rebecca fit ses valises tandis que Vince et Dylan étaient assis dans la cuisine à jouer aux échecs. C'était une vie domestique surréaliste. Père et fils planifiaient calmement leurs prochaines actions tandis que la femme qui avait donné naissance et élevé l'un d'eux rassemblait ses affaires à l'étage. « Elle va essayer de lutter, » dit Dylan en déplaçant sa reine. « Elle va essayer, » acquiesça Vince en examinant l'échiquier. Mais elle n'a ni les ressources ni la détermination pour une bataille prolongée. Tchèque. Dylan sourit sombrement et se déplaça comme un roi. Et Tyler ? Tyler va passer au moins 6 mois en prison. Plus longtemps si je peux obtenir des charges supplémentaires. À sa sortie, Rebecca comprendra que leur grande histoire d'amour était bâtie sur des mensonges et des fantasmes. Et puis Vince a capturé la tour de Dylan avec son fou. Alors, ils apprendront tous les deux ce que signifie vraiment tout perdre. Échec et mat. Comme interpellée par leur conversation, Rebecca apparut dans l'embrasure de la cuisine avec 2 valises. Elle regarda son mari et son fils jouer aux échecs comme s'ils ne venaient pas de détruire sa vie. Et quelque chose se brisa en elle. « Je t'ai aimé, » dit-elle à Vince. « Pendant 15 ans, je t'ai aimé. » Vince ne leva pas les yeux de l'échiquier. « Non, Rebecca, tu aimes ce que je t'ai donné. Il y a une différence. » Elle se tourna vers Dylan, le désespoir dans les yeux. « Et je t'aime, Dylan. Quoi qu'il arrive, souviens-toi que je t'aime. » Dylan la regarda enfin, et Rebecca ne lut aucune expression de pardon sur son visage. « L'amour ne ment pas, maman. Ce que tu ressentais pour nous n'était pas assez fort pour t'empêcher de nous trahir. » Rebecca Crawford quitta la vie de sa famille ce soir-là, et ni son mari ni son fils ne bougèrent de l'échiquier jusqu'à ce que sa voiture disparaisse au bout de la rue. Chapitre 7. La salle d'audience. 6 mois plus tard, Vincent Crawford se présentait au tribunal des affaires familiales, vêtu de son plus beau costume et tenant le téléphone de son fils comme une arme chargée. La procédure de divorce a été brutale et publique, exactement comme Vince l'avait prévu. Les tentatives de Rebecca pour réclamer la moitié de leurs biens ont été systématiquement anéanties par les preuves de son abandon, de son adultère et de ce que l'avocat de Vince avait magistralement présenté comme une destruction volontaire de la cellule familiale. Tyler Hoffman avait purgé 4 mois de prison et en était ressorti avec une vie en ruine. Rebecca l'avait attendu, avait déménagé à Cleveland pour se rapprocher de sa sœur et avait tenté de reconstruire leur relation. Mais la pauvreté, les ennuis judiciaires. La réalité de leur situation avait empoisonné la passion qu'ils partageaient autrefois. Leur grande histoire d'amour s'était transformée en disputes amères à propos d'argent, de culpabilité et des ruines de leurs vies antérieures. À présent, face à l'audience finale pour la garde des enfants, Rebecca avait tenté une dernière manœuvre désespérée.
Elle avait engagé un avocat spécialisé dans les affaires d'aliénation parentale, affirmant que Vince avait systématiquement monté Dylan contre elle par la manipulation et la violence psychologique. Votre honneur, a argumenté l'avocat de Rebecca. Le fils de ma cliente a été systématiquement programmé pour rejeter sa mère par un père incapable de pardonner les défauts humains de sa femme. C'est un cas classique de syndrome d'aliénation parentale. Dylan, aujourd'hui âgé de 17 ans et bâti comme un secondeur, était assis dans le fauteuil du témoin avec le même sang-froid que son père lui avait inculqué. Il répondait à chaque question avec une précision mesurée, sans jamais élever la voix, sans jamais laisser transparaître ses émotions. Monsieur Crawford, demanda le juge, comment décririez-vous votre relation avec votre mère au cours de l'année écoulée? Inexistante, votre honneur. Elle envoie des cartes et essaie de nous appeler. Mais je n'ai aucune envie de maintenir le contact avec quelqu'un qui a abandonné notre famille pour ses propres désirs égoïstes. Ne pensez-vous pas être un peu dur, insista l'avocat de Rebecca. On fait des erreurs. Ne devrait-il pas y avoir place au pardon? La réponse de Dylan fut vive et cinglante. Le pardon est réservé aux accidents et aux erreurs de jugement passagères. Ma mère a eu une liaison pendant des mois, m'a menti quotidiennement et était prête à démanteler notre famille pour un homme qui me considérait comme une gêne. Ce n'est pas une erreur. C'est un défaut de caractère. Vince ressentit une bouffée de fierté. Son fils avait parfaitement retenu la leçon. Mais l'avocat de Rebecca n'avait pas fini. Monsieur Crawford, n'est-il pas vrai que votre père a influencé votre opinion par ses commentaires négatifs constants sur votre mère? Non, répondit Dylan. Mon père n'a jamais rien dit de faux sur ma mère. Elle a eu une liaison. Elle a menti. Elle a préféré son amant à sa famille. Ce ne sont pas des opinions. Ce sont des faits. L'avocat se tourna vers le juge. Votre honneur, cet enfant a clairement été empoisonné contre sa mère par. Il est dérangé, violent, interrompit soudain Rebecca, la voix brisée en désignant Dylan du doigt. J'ai peur de lui, peur de ce qu'il est devenu sous l'influence de son père. Le silence retomba dans la salle d'audience. Le visage de Dylan resta impassible, mais Vince vit la douleur briller dans les yeux de son fils avant de la réprimer rapidement. Le juge se tourna vers Vince. Des questions? Vince se leva lentement, tenant le téléphone de Dylan. L'appareil contenait 6 mois de messages vocaux et de SMS de plus en plus désespérés de Rebecca, dont plusieurs où elle appelait Dylan comme son père et menaçait de le faire payer pour avoir choisi Vince plutôt qu'elle. Mais l'enregistrement que Vince prévoyait de diffuser était bien plus dommageable. Rebecca, désespérée de rester en contact avec Dylan, avait laissé un message vocal de 20 minutes la semaine précédente après que Dylan eut refusé de la rencontrer pour prendre un café. Elle y révélait ses véritables sentiments sur la situation, sur Dylan et sur le genre de mère qu'elle avait été. Justin, répondit Vince, sa voix résonnant clairement dans le silence de la salle d'audience. Dois-je vous passer l'enregistrement que vous avez fait en secret de votre mère? Dylan fondit en larmes, la première émotion qu'il manifestait de la journée. Le stylo du sténographe se figea lorsque la voix de Rebecca se fit entendre dans le haut-parleur du téléphone. Dylan, je sais que tu penses me détester, mais il faut que tu comprennes quelque chose. Je n'ai jamais voulu être mère. J'avais 22 ans quand tu es né, et j'ai tout abandonné pour toi et ton père. Tu sais ce que ça fait? Voir ses rêves s'envoler parce qu'on est prisonnier de responsabilités qu'on n'a jamais sollicitées. La voix continua, légèrement brouillée par le vin, devenant plus amère à chaque phrase. Ton père se croit si parfait, mais il est froid, Dylan. Il t'a transformé en un robot aussi impassible que lui. Au moins, Tyler m'a fait me sentir vivante. Je me suis sentie comme une femme plutôt qu'une simple épouse et mère. Rebecca se leva brusquement. Arrête. S'il te plaît, arrête. Mais l'enregistrement continua. C'est peut-être mieux comme ça. Peut-être que tu es mieux avec ton père. Au moins, je pourrais enfin vivre ma vie sans prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. Le silence dans la salle d'audience était assourdissant lorsque l'enregistrement prit fin. Dylan s'essuya les yeux et regarda sa mère droit dans les yeux. C'est ce que tu es vraiment, dit-il doucement. Et c'est pour ça que j'ai choisi mon père. Chapitre 8. Jugement définitif. La décision du juge fut rapide et impitoyable. Rebecca Crawford a perdu tous ses droits de garde sur son fils, a été condamnée à payer une pension alimentaire malgré ses faibles revenus et n'a obtenu de visite surveillée que si Dylan le demandait, ce que tout le monde dans la salle d'audience savait impossible.
À la sortie du tribunal, Rebecca s'est approchée de Vince et de Dylan une dernière fois. Tyler attendait près d'une Honda Civic cabossée, l'air aussi abattu qu'un homme, tout en respirant encore. « Vince, s'il te plaît, » a supplié Rebecca. « C'est toujours mon fils. »« Non, » a répondu Vince sans émotion. « C'est mon fils. » Tu as renoncé à ce droit en choisissant Tyler plutôt que ta famille. Rebecca s'est tournée vers Dylan, les larmes aux yeux. Dylan, je sais que j'ai dit des choses horribles, mais j'étais ivre et en colère. Tu dois croire que je t'aime. Dylan a regardé la femme qui lui avait donné naissance, et Vince a vu le moment précis où le dernier lien s'est rompu à jamais. Je crois que tu aimes l'idée que tu as de moi, a dit Dylan. Mais tu ne m'aimes pas assez pour me faire passer en premier. Tu ne l'as jamais fait. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Et ce n'est pas grave, maman, parce que j'ai appris quelque chose d'important en te voyant détruire notre famille. Quoi? J'ai appris quel genre de personne je ne veux jamais devenir. Dylan s'éloigna, laissant Rebecca seule sur les marches du tribunal. Vince s'attarda un instant, scrutant le visage baigné de larmes de son ex-femme. Ce n'est pas fini, murmura-t-elle. Un jour, Dylan verra qui tu es vraiment. Que suis-je, Rebecca? Un monstre qui a détruit sa propre famille par orgueil. Vince lui adressa ce même sourire glacial qui l'avait terrifié cette nuit-là dans leur salon. Non, Rebecca. Je suis un homme qui a protégé son fils d'une mère qui le considérait comme une obligation et d'une figure paternelle qui le considérait comme un inconvénient. Je suis un homme qui a refusé de laisser ma famille devenir les victimes collatérales de tes fantasmes égoïstes. Il se pencha plus près, sa voix se réduisant à un murmure qu'elle seule pouvait entendre. Et je suis un homme qui récupère toujours ce qu'on lui doit. Ce n'était que le paiement des intérêts. Vince s'éloigna, laissant Rebecca contempler le désastre de ses choix. Tyler s'approcha avec hésitation, lui tendant la main, mais elle se retira. Ne me touche pas, s'exclama-t-elle. Tout est de ta faute. De ma faute? C'est toi qui as fait quoi? Qui a cru à tes mensonges sur mon amour pour moi? Qui a cru que tu voulais vraiment une vie avec moi et mon fils? Le visage de Tyler se durcit. Je ne t'ai jamais rien promis. Tu as supposé. Je pensais que tu étais un homme plutôt qu'un lâche qui fuit quand les choses deviennent difficiles. Leur dispute a rapidement dégénéré. Des frustrations prolongées et des reproches mutuels ont empoisonné ce qui restait de leur relation. D'autres personnes sortant du tribunal se sont arrêtées pour observer Rebecca et Tyler exprimer publiquement leurs griefs. Leur grande histoire d'amour s'est terminée non pas par la passion, mais par des récriminations et des accusations. Vince et Dylan sont rentrés chez eux dans un silence confortable. La maison semblait différente maintenant, plus propre, la présence de Rebecca enfin complètement effacée. Dylan avait réclamé la chambre principale de ses parents, disant que c'était bizarre de la voir vide, et Vince avait transformé l'ancien bureau de Rebecca en atelier pour ses plans d'architecte. « Papa » a dit Dylan en arrivant dans leur allée. « Tu penses que je suis trop dur avec les gens ?» Vince a réfléchi à la question sérieusement. « Penses-tu que tu es parfois comme si les gens normaux auraient peut-être pardonné à maman maintenant ? Le pardon est un luxe pour ceux qui ne comprennent pas les conséquences. » Vince a répondu, « Ta mère a fait son choix et elle doit vivre avec les résultats. Ce n'est pas de la cruauté. C'est la justice. Et si je me trompe, si un jour je regrette complètement de la couper, » Vince a éteint le moteur et a regardé son fils, « alors vous vivrez avec ce choix aussi. Mais Dylan, comprenez cela. Au moment où vous commencez à faire des exceptions pour les gens qui vous trahissent, vous signalez le monde que vos limites ne signifient rien. Faible. Et endurci par les leçons de la justice. Pour le grésillement du bacon dans la poêle. » Vince ne s'était jamais remarié, était à peine sorti. Certains de ses amis craignaient qu'il devenait un ermite, mais Vince ne ressentait aucune solitude. Il avait son travail, son fils et la satisfaction d'une vie reconstruite selon ses propres conditions. « Papa, il y a un article sur maman dans le journal de Cleveland. » Dylan a appelé depuis la salle à manger où il lisait sur son ordinateur portable. « Quel genre d'article ? » Elle se marie avec un comptable nommé Gary. Vince n'a rien ressenti à la nouvelle. Bon pour elle. Dylan est apparu dans la porte de la cuisine. L'article mentionne qu'elle est une belle-mère dévouée aux 2 enfants de Gary. Bizarre, non ? Depuis qu'elle était une mère si terrible pour moi. Les gens se réinventent quand ils en ont besoin, répondit Vince, plantant le bacon.
Peut-être qu'elle sera mieux d'être une belle-mère qu'elle ne l'était à être sa mère. Croyez-vous cela? Vince tendit Dylan son assiette. Je m'en fiche assez pour avoir une opinion à ce sujet. Ils ont pris le petit déjeuner dans un silence compagnon. Deux hommes qui avaient appris à trouver la paix en compagnie de l'autre. Dylan partirait pour l'université en 3 heures et la maison serait vide pour la première fois dans la vie adulte de Vince. Tu vas aller bien ici par toi-même? Dylan a demandé. Je vous ai élevé pour être indépendant, a répondu Vince. Tom, j'ai pratiqué ce que j'ai prêché. Et si maman essaie de me contacter à l'école, c'est votre décision à prendre. Vous êtes un adulte maintenant. Dylan hocha la tête, comprenant le poids de cette responsabilité. Et Tyler? Vous êtes-vous déjà demandé ce qui lui est arrivé? C'est connu, bien sûr. Son réseau de contacts dans l'industrie de la construction s'est étendu dans toute la région et les informations se sont précipitées naturellement vers lui. Tyler avait dérivé de la ville en ville, incapable de tenir un emploi constant, sa réputation le précédant grâce à des mots soigneusement placés dans les oreilles droites. Il vivait actuellement dans un studio à Akron, offrant des produits d'épicerie pour un salaire minimum et aux prises avec la dépendance à l'alcool. Je suppose qu'il vit avec les conséquences de ses choix, a déclaré Vince. Après le départ de Dylan à l'université, Vince a traversé la maison vide, notant ce qui devait être mis à jour ou réparé. Le silence était profond, mais pas oppressant. Il avait construit cette vie délibérément, retirant chaque élément qui ne servait pas ses objectifs, et ce qui restait était solide, fiable et complètement sous son contrôle. Son téléphone a sonné vers midi. L'idée de l'appelant a montré le nouveau numéro de Rebecca. Elle a essayé d'appeler plusieurs fois au cours des 2 dernières années, toujours bloquée par Vince et ignorée par Dylan. Pour la première fois en 24 mois, Vince a répondu « Bonjour, Rebecca ». Vince, sa voix était plus âgée, lasse. J'ai entendu Dylan commencer l'université. Il l'a fait. Je voulais. J'espérais peut-être lui envoyer une carte ou pas Vince, s'il vous plaît. C'est aussi mon fils. C'était ton fils. Vous avez abandonné cette relation lorsque vous avez choisi Tyler par rapport à votre famille. Rien n'a changé. Tout a changé. Je suis marié maintenant. J'ai une nouvelle famille. J'ai appris. Vous n'avez rien appris. Vince interrompit. Vous avez simplement trouvé de nouvelles personnes à décevoir. Ce n'est pas juste. Juste. La voix de Vince est restée calme, mais il y avait de l'acier en dessous. Vous avez abandonné votre fils pour un criminel condamné avec des antécédents de violence. Vous avez appelé Dylan viol et instable en audience publique. Vous lui avez laissé une messagerie vocale en disant que vous n'aviez jamais voulu être mère. Et maintenant tu veux que je croie que tu as changé. Les gens peuvent changer, Vince. Les gens peuvent grandir. Certaines personnes le peuvent. Vous n'êtes pas l'un d'eux. Vous êtes une femme égoïste qui fait des choix égoïstes et s'attend ensuite à ce que le monde vous pardonne lorsque ces choix ont des conséquences. La ligne était silencieuse pendant un long moment. Lorsque Rebecca a repris la parole, sa voix était à peine un murmure. Que dois-je faire pour gagner le pardon? Que faudrait-il? Vince a regardé par la fenêtre de sa cour avant où il avait appris à Dylan à lancer un football où ils avaient construit des bonhommes de neige et des feuilles de rade et vivre leur vie sans elle. Rien de ce que vous pourriez faire ne suffirait, a-t-il finalement dit. Parce que le pardon nécessite des remords, et que les remords nécessitent d'accepter la responsabilité des dommages que vous avez causés. Vous m'appelez parce que vous vous sentez coupable, pas parce que vous comprenez ce que vous avez détruit. Comprenez? Vous ne comprenez rien. Vous avez détruit la foi d'un garçon de 16 ans dans un amour inconditionnel. Vous lui avez appris que la personne qui était censée le protégerait pour lui faire l'abandon. A fait des erreurs. Cendre d'elle trahison et ne ressentait que la satisfaction. À l'extérieur, les équipes de construction travaillaient sur une nouvelle subdivision qu'il développait. Son entreprise avait prospéré dans les années qui ont suivi le divorce, peut-être parce qu'il avait appris à évaluer la loyauté et la compétence au-dessus de toutes les autres vertus. Ses employés savaient que Vincent Crawford récompense l'excellence et détruisait ceux qui trahissaient sa confiance. Dylan a appelé ce soir-là depuis son dortoir, enthousiasmé par ses cours et ses nouveaux amis. Il a mentionné avoir rencontré une fille du nom d'Ashley qui étudiait pour devenir professeur, et Vince sourit à l'ironie. « N'oubliez pas ce que je vous ai appris la confiance », a déclaré Vince. « Je me souviens de tout ce que vous m'avez appris, papa, y compris la leçon la plus importante, c'est que les gens vous montrent qui ils sont vraiment par leurs actions, pas leurs paroles.
Et une fois qu'ils vous montrent, croyez-les. Après avoir raccroché, Vince s'est versé un verre de vin et s'est assis sur son pont arrière, regardant le coucher de soleil peindre le ciel dans des tons d'orange et d'or. Il a pensé à Rebecca, pleurant probablement à son nouveau mari de son ex-mari cruel qui ne la laisserait pas voir leur fils. Il a pensé à Tyler, boire ses échecs dans un appartement mixte. Il a pensé à Dylan, construisant sa propre vie sur le fondement des principes que Vince lui avait enseignés. Vincent Crawford avait perdu une femme et avait gagné quelque chose de bien plus précieux. Un fils qui a compris que la trahison a eu des conséquences, que la loyauté avait de la valeur et que certaines lignes une fois croisées ne pouvaient jamais être décroisées. Le fils a disparu derrière les arbres, et Vince a terminé son vin dans l'obscurité de rassemblement, entouré du silence parfait d'une vie vivée exactement comme il avait choisi de le vivre. Certains hommes ont pardonné, certains hommes ont oublié, certains hommes ont évolué. Vincent Crawford n'en faisait pas partie. Et là, vous l'avez. Et il était une autre histoire se termine. Qu'avez-vous pensé? J'adorerais entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous aimez cette histoire, envisagez de rejoindre notre communauté en vous abonnant. Cela signifie le monde pour nous. Pour plus d'histoires comme celle-ci, consultez les vidéos recommandées à l'écran, et je vous verrai.